Remarquez quand je m'entraînais à la salle, je forçais trop et je sortais de l'entraînement complètement épuisé. Alors que si on fait un entraînement fonctionnel en plein air, on se rend compte qu'on a plus d'énergie à la fin de l'entraînement qu'au début. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est un entraînement fonctionnel axé santé par rapport à un entraînement qui à la longue va user ton corps et diminuer tes performances. Et ce n'est pas ce à quoi tu penses. On parle souvent d'entraînement fonctionnel mais sans savoir véritablement ce que c'est. Pour beaucoup, c'est simplement un entraînement spectaculaire de type cirque où il faut jongler avec des kettlebells en équilibre sur un bosu. Pour moi, il y a trois sortes d'entraînement fonctionnel. Il y a un entraînement fonctionnel athlétique qui est essentiellement basé sur la performance tout en minimisant les risques de blessures. Il y a un entraînement qui est basé sur la réhabilitation, si vous avez déjà été blessé, donc savoir comment soigner vos blessures tout en continuant à vous développer, parce que comme on dit en anglais, on dit rehab is training, donc la réhabilitation c'est aussi de l'entraînement. Et il y a un troisième type d'entraînement fonctionnel qui est basé sur le renforcement des schémas moteurs, c'est-à-dire de la coordination globale du corps, devenir plus efficace, par exemple quand vous courir sans dépenser trop d'énergie en activant les bons types de muscles. Un premier point, c'est qu'un entraînement fonctionnel est spécifique à l'activité et à l'âge. Si vous êtes déménageur, vous n'entraînerez pas les mêmes schémas moteurs, vous n'entraînerez pas les mêmes muscles que si vous êtes un marathonien ou un gymnaste. L'entraînement fonctionnel, c'est aussi basé sur l'âge. Si j'ai un senior en face de moi, je vais améliorer sa marche, je vais améliorer son équilibre pour qu'il évite de chuter. S'il lui arrive de chuter, je vais lui apprendre comment chuter. Si j'ai un jeune de 20 ans, ça sera pour développer ses capacités athlétiques. Pour les non-athlètes, un entraînement fonctionnel se doit d'être généraliste et non pas spécialiste. Donc le but, c'est d'avoir un corps qui soit polyvalent, adaptable, et que par exemple, si demain vous décidiez de faire un nouveau sport, vous soyez de suite bon dans ce sport, enfin pas excellent évidemment puisque vous le démarrez, mais d'avoir un corps qui puisse à peu près tout faire. Évidemment, si vous êtes athlète et que vous êtes engagé dans un sport, dans un but de compétition, ça sera complètement différent. Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus fonctionnels que d'autres? Évidemment, le CrossFit, par exemple, c'est un sport qui est hyper fonctionnel. Moi, c'est sa méthodologie, sa pédagogie qui me dérange parce que, bon, si on met une barre olympique à un débutant qui est sédentaire et qu'on lui demande de faire des épaulés jetés, il y a de forts risques, évidemment, de blessures. Mais si c'est fait intelligemment, c'est un entraînement très fonctionnel. En revanche, il y a des sports où il n'y a pas certaines composantes. Par exemple, l'escalade, c'est un entraînement fonctionnel, mais où il n'y a pas des exercices de poussée. Le yoga, c'est un super entraînement, mais par contre, il n'y a pas de tirage. Donc, il faut, dans ces cas-là, combiner avec d'autres sports pour arriver à développer la gamme des mouvements possibles. Alors, il y a les mouvements de poussée, il y a les mouvements de tirage, des mouvements de squat, des mouvements de portée, donc ce qu'on appelle le Farmer Walk au CrossFit. Il y a des mouvements aussi de soulevé comme le deadlift, des mouvements de reptation, de déplacement, donc marche, course à pied, natation, qui est un déplacement aussi. Des mouvements de grimper. Justement, dans la première moitié du XXe siècle, il y avait un mouvement qui a été fondé par Georges Hébert, qui s'appelle l'hébertisme. C'était un mouvement de culture physique basé sur le développement des capacités athlétiques en combinant des mouvements de poussée, de tirage. Il y avait aussi du grimper, de corde. Il y avait du combat, de la natation. Donc, c'était un mouvement qui était hyper complet pour le développement des capacités athlétiques du corps. Et la devise de Georges Hébert, c'était « être fort pour être utile à soi-même et aux autres ». Une autre caractéristique d'un entraînement fonctionnel, c'est d'être polyarticulaire et en 3 dimensions. Pourquoi? Parce que la plupart des mouvements de la vie quotidienne se font dans les 3 dimensions. Dans la vie quotidienne, vous avez souvent à faire des mouvements combinés, donc de rotation, d'inclinaison, de flexion, et vous ne bougez pas comme un Playmobil. Donc si vous faites que des exercices dans une dimension, comme des squats ou du bench press, à ce moment-là, vous allez développer des muscles qui ne vous permettront pas de développer une véritable coordination durant vos mouvements quotidiens et vous risquez par exemple de vous blesser, si vous avez des problèmes de dos, de vous blesser sur des mouvements combinés de flexion, d'inclinaison et de rotation. Un autre point important, c'est la mobilité. Un manque de mobilité, ça produit des compensations. Donc par exemple, si je suis raide des hanches, je risque de compenser avec mon dos. Donc la mobilité, c'est important à travailler, mais il n'est pas nécessaire d'avoir une mobilité de yogi
ou de gymnastes. Bon, il y a des gymnastes qui vendent des programmes de mobilité en vous disant que ça réglera tous vos problèmes articulaires. C'est faux. La mobilité, c'est très bien, mais c'est pas nécessaire d'être hyper souple. Il faut juste cocher des standards minimaux pour avoir un corps qui, justement, ne compense pas quand vous faites vos exercices sportifs. Idéalement, un bon entraînement ne devrait pas vous épuiser de façon que les jours d'après, vous soyez complètement HS. Pourquoi? Parce que c'est dans une perspective aussi de survie et de fonction. Si vous êtes par exemple un militaire, bon, si vous faites des squats lourds et qu'il vous faut 3 jours pour récupérer, le lendemain, si vous avez à participer à une opération, vous allez être complètement HS. Donc, moi aussi, je le remarquais quand je m'entraînais à la salle. Souvent, je forçais trop et je sortais de l'entraînement complètement épuisé. Alors que souvent, si on fait un entraînement fonctionnel en plein air, on se rend compte qu'on a plus d'énergie à la fin de l'entraînement qu'au début. Donc ça, c'est un paramètre à contrôler. En bodybuilding, c'est pas du tout ce qu'ils font. En bodybuilding, il y avait par exemple Tom Platz, qui était Mr. Squat. Et quand il faisait une séance de squat, c'était tellement intense qu'il lui fallait souvent une semaine, voire plus, pour récupérer complètement. Ça, c'est quand on est bodybuilder. Bon, après, moi, je respecte les bodybuilders, mais si vous avez un objectif santé, c'est pas la chose à privilégier. De même, si imaginez que vous avez fait des squats lourds et que, je prends un exemple, vous faites agresser dans la rue ou que quelqu'un vous vole votre téléphone, vous n'arriverez pas à le rattraper, vous n'arriverez pas à vous déplacer rapidement. Donc de ce point de vue, c'est pas intéressant au point de vue, je dirais, de la survie entre guillemets. Une autre caractéristique de l'entraînement axé santé, c'est qu'il est basé sur le mouvement et pas sur le muscle. C'est un entraîneur américain qui s'appelle Michael Boyle qui a parlé de ça et qui disait que l'entraînement fonctionnel, c'est le développement du mouvement. Et après, on rajoute évidemment de la force dans ce mouvement. C'est pas simplement travailler le mouvement en lui-même, mais d'être efficace. D'ailleurs, c'est le principe de l'athlétisme. On demande à un athlète de sauter plus haut, de courir plus vite. Justement, il y a les Jeux Olympiques, donc c'est d'actualité. On lui demande pas d'avoir des muscles hyper développés, simplement de visuel. Bon, ça c'est le bodybuilding. Le bodybuilding d'ailleurs qui est venu des États-Unis parce qu'à la base en Europe on avait surtout la culture physique qui était surtout basée sur l'athlétisme, c'est-à-dire le développement équilibré des muscles dans le but de produire un mouvement. Ensuite, un quatrième point, c'est de travailler le plus souvent possible en amplitude complète. L'amplitude partielle, c'est bien parfois quand on soulève lourd, et j'en ai parlé dans mon livre Incassable, mais il faut pas, par exemple, faire que des amplitudes partielles dans son entraînement, parce que, par exemple, si vous faites des chin-ups et que vous faites des amplitudes partielles, le jour où vous aurez à faire des amplitudes complètes, vous avez un risque de blessure, parce que votre tendon n'a pas été développé sur l'angle, donc l'angle que vous n'avez pas travaillé. La base cardio est bien sûr essentielle. Le cœur est le muscle le plus important du corps et qui est chargé d'apporter le sang aux muscles. Donc il faut absolument le développer parce que sinon, si vous êtes par exemple un bodybuilder, vous voyez que souvent les bodybuilders, ils ont des problèmes cardiaques quand ils vieillissent. Par exemple, Schwarzenegger, il a eu je ne sais pas combien d'opérations au cœur. Mais c'est évident que bon, plus vous avez une grosse masse musculaire, plus votre cœur doit pomper pour envoyer le sang dans votre masse. C'est ça si vous êtes super musclé ou si vous êtes grand. Les grands, ils ont aussi ce problème. Si vous êtes très grand, hein, je parle, hein, pas 1m90, mais au-delà. Donc, c'est très très important de développer le cœur avant toute autre chose. Ensuite, un bon entraînement, c'est un entraînement qui va améliorer votre structure. C'est important parce que si vous avez une meilleure structure, c'est-à-dire si vous avez des articulations qui sont mieux centrées, c'est-à-dire le corps, c'est en fait une structure osseuse, un porte-manteau, et après il y a les muscles qui s'attachent à ce porte-manteau. Si votre porte-manteau est tordu, vous allez être beaucoup moins performant, et si vous travaillez que les muscles, vous allez ajouter des dysfonctions et alimenter les dysfonctions, ce qui va faire que vous serez au final encore plus tordu. Donc avoir une meilleure structure osseuse, une structure plus alignée, ça vous permet non seulement au niveau visuel, c'est déjà bien, mais ça vous permet surtout de développer plus de force, hein, parce que si vous êtes plus stable, si vous avez des articulations qui sont mieux centrées,
vous développerez davantage de force, par exemple dans un exercice comme le deadlift. Un autre point que je voudrais souligner, c'est l'importance de la locomotion et l'importance de la rapidité. Dans le monde animal, si vous n'êtes pas capable de vous déplacer de façon efficace et rapide, vous êtes une proie. En ce qui nous concerne, ce n'est pas très différent. Bon, on a vu ce qui se passait en France avec les attaques au couteau qui sont de plus en plus fréquentes, et c'est important évidemment de savoir se déplacer rapidement, soit pour s'enfuir en courant, soit pour rattraper éventuellement un agresseur qui se met à courir pour aller chercher une arme et qui va ensuite revenir vers vous. Mais bon, en général, c'est très important d'abord d'avoir une bonne locomotion avant de développer une force énorme ou avant de renforcer des muscles de façon analytique, parce que la locomotion, c'est la base de tout. Au niveau de la rapidité est ce qu'on perd le plus vite en vieillissant. Donc, si vous avez passé 35 ans, c'est une qualité qu'il faut développer. Et donc, il faut faire ce que je conseille dans mes autres vidéos, du travail pliométrique, du travail avec des élastiques rapides, et aussi des sprints si vous pouvez. Les sprints, c'est assez dur pour les articulations. Donc, vous pouvez le faire sur un tapis roulant, si vous êtes membre d'une salle de sport, ou vous pouvez le faire par exemple en descente. Si vous courez en descente, vous aurez moins d'impact et moins de risque de déchirure au niveau du muscle. 3 autres caractéristiques importantes d'un entraînement fonctionnel axé santé, c'est la précision, donc être précis dans ses gestes, pour développer de meilleurs schémas moteurs, développer une meilleure coordination. C'est la conscience. Évidemment, si vous faites un sport comme la course, vous n'avez pas forcément à être conscient de chaque foulée, mais dans des sports, c'est très important de développer une conscience des mouvements que l'on fait pour justement éviter de se blesser et pour être plus efficace. Et également l'improvisation, c'est-à-dire le côté jeu, d'être réactif, parce que la vie, c'est aussi des éléments chaotiques. Si vous pratiquez la compétition ou des activités de compétition en groupe, des activités, des sports de contact, à ce moment-là, vous savez que c'est très important de savoir improviser, parce que la situation sur le terrain n'est jamais celle que vous avez imaginée à l'entraînement. Si vous suivez ces principes, ça vous permettra d'avoir un corps qui soit vraiment polyvalent, en bonne santé, et qui vous permettra de rester le plus longtemps actif et de pratiquer votre sport favori le plus longtemps possible. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur l'entraînement fonctionnel et ne pas vous laisser berner par les influenceurs TikTok qui vous présentent des exercices complètement abracadabrantesques. Voilà, j'espère que l'entraînement fonctionnel maintenant n'aura plus de secret pour vous. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.